Je suis content de vous retrouver après plusieurs mois d'absence. Et en plus pour un sujet que je n'ai encore jamais traité en webinaire. Voilà, c'est la première fois, donc il a fallu que je travaille un petit peu pour vous préparer. Et il s'agit de comment aborder la cécité chez le chien et chez le chat. Alors, merci tout d'abord à notre sponsor, Dome Pharma et Medcom Formation. Donc Dome Pharma qui nous soutient régulièrement pour la formation en ophtalmologie. Merci à eux. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, les motifs de consultation. Donc, vous êtes en consultation avec un propriétaire, son animal, et toute la première partie des commémoratifs va être importante parce que le propriétaire va vous donner pas mal d'informations qui sont souvent assez variées et il va falloir faire le tri dans ces informations. En effet, pour en avoir vu voilà, pendant plusieurs années, donc avec cette expérience, j'ai pu noter que il y avait des choses qu'il fallait prendre en compte et qui pouvaient nous donner des indications par rapport à la vision de l'animal, et d'autres, par contre, qui sont considérées comme importantes par le propriétaire par rapport à la vision, mais qui en fait n'ont pas de lien avec la vision. Et ça, j'insiste là-dessus. Lors de baisse de la vision d'un animal de compagnie, chien ou chat, souvent l'animal est gêné, bien sûr, il se cogne. Ça, c'est souvent le signe. Alors, lorsque la vision, bien sûr, est complètement abolie, l'animal va se cogner dans les meubles, les objets. Il va être gêné dans les escaliers. Ça, c'est aussi quelque chose de très caractéristique. Et il va aussi être moins gai. Il va changer un peu de comportement et il peut être agressif parfois à cause de cette cécité. Voilà. Et la grande différence aussi, c'est la différence entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire que chez lui, chez les propriétaires, souvent l'animal peut prendre des repères et donc il ne va plus se cogner, alors qu'il va plus se cogner à l'extérieur. Donc ça, c'est une différence. Il ne faut pas hésiter à poser la question s'il y a une différence entre intérieur et extérieur. Et souvent aussi, sur des maladies débutantes, comme des débuts d'atrophie de rétine, l'animal va être gêné plutôt le soir, plutôt que la journée. Donc, poser la question s'il y a une différence entre lors de forte luminosité ou lors de peu de luminosité. Voilà. Lorsque l'animal est dans la pénombre. Donc voilà, j'insiste donc sur ces motifs et en particulier le biais du propriétaire qui peut interpréter des choses comme étant liées à la vision, ce qui n'est pas le cas. Et ça, je note vraiment très très régulièrement cela, des animaux qui finalement voient bien. Pour le propriétaire, l'animal ne voit pas bien ou pas du tout, alors que finalement, il voit très bien. Donc c'est là où il faut vraiment faire un tri parce que souvent, ça peut être comportemental. Je vais vous donner un exemple. Des fois, les propriétaires me disent voilà, je viens vous voir, mon chien ne voit plus. Quand je lui présente une croquette, il va la renifler au lieu de la voir, la regarder. Ben ça, c'est selon moi comportemental. Ça ne veut pas dire que l'animal ne voit pas. D'accord? Et ça, c'est vraiment un motif fréquent. Il y a cette croquette qu'on présente à l'animal et qu'il a l'air de chercher du nez. C'est parce que l'animal spontanément utilise son odorat. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas. Voilà. Donc, je voulais vraiment insister là-dessus. Ensuite, vous allez commencer votre consultation avec un examen général de l'animal, puis bien sûr l'examen ophtalmo. Donc, l'examen général, ça vous connaissez tous, et cela peut permettre de détecter des maladies générales type diabète ou un chien de porto systémique qui peut être responsable d'une baisse de la vision. L'examen ophtalmo, on va commencer, et encore plus de façon plus importante lors de baisse de la vision ou de cécité, par le test des réflexes. Donc il y a le test de clignement à la menace et le réflexe photomoteur. On a différents tests qui permettent d'apprécier la vision. Le clignement à la menace, donc c'est le fait d'approcher la main face à l'œil et voir comment réagit l'animal. Le test de la boule de coton, le parcours d'obstacle, on va voir ça ensuite. Biomicroscopie, tonométrie, ophtalmoscopie pour le fond d'œil, ERG, échographie, scanner, IRM. Voilà. Je passe vite parce qu'on va les voir dans le détail. Tout d'abord, le test des réflexes oculaires, test de la vision. Le clignement à la menace. Donc ça, vous connaissez tous. C'est finalement la première chose qu'on fait face à un animal. On tient sa tête et on va approcher la main sans faire bouger l'air parce que si vous faites trop
de mouvement devant en mobilisant l'air, vous risquez d'entraîner un clignement, mais qui n'est pas lié à la vision, qui est juste parce que le chien ressent le souffle de l'air. Donc attention de le faire peut-être qu'avec un doigt, pas toute la main, et pas trop près. Donc on approche le doigt ou la main et on voit comment réagit l'animal, ce qui va nous donner une première information par rapport à la vision de l'animal. La boule de coton, donc ça vous connaissez bien, on laisse tomber une petite boule de coton devant la tête de l'animal et on voit si l'animal suit la boule. Ça donne aussi une bonne appréciation de la vision. Et enfin, un test qui est vraiment très utile, c'est le parcours d'obstacles. Bon, c'est un peu ce qui se passe chez le propriétaire. Vous recréez chez vous, vous mettez des obstacles, vous mettez le propriétaire derrière les obstacles et vous lui dites d'appeler l'animal et vous voyez comment l'animal contourne ces obstacles. Est-ce qu'il se cogne ou pas? Et ça, c'est un très bon moyen d'évaluer la vision. C'est vrai que la plupart des gens nous disent, mais comment vous arrivez à savoir si un animal voit ou pas? Ben déjà, avec ces tests-là, clignement la menace, boule de coton, parcours d'obstacles, c'est vraiment 3 tests de base qui nous donnent une appréciation globale. Alors, quand les propriétaires nous demandent comment on évalue, c'est parce qu'on ne fait pas lire les lettres, hein, comme chez nous, chez l'ophtalmo, c'est pas possible malheureusement. Donc on a ces moyens-là qui sont plus globaux, on va dire, et sûrement moins précis, mais qui nous permettent quand même d'avoir une assez bonne appréciation de la vision de l'animal en consultation. Si on rentre dans le détail du test de clignement à la menace, qui est vraiment un des tests les plus importants pour apprécier la vision, qu'est-ce qui se passe dans l'arc réflexe? Donc, vous approchez la main, vous allez avoir l'image qui est captée par la rétine ici. Ensuite, vous avez l'image qui est conduite par le nerf optique, d'accord, le chiasma optique. Et ensuite, on a le corps genouillé latéral, les radiations optiques et la transmission au cortex visuel. Donc, il y a une analyse de l'image par le cortex visuel qui est ici, d'accord, dans le cerveau. Ça, c'est important de le comprendre parce que vous allez voir que lors du réflexe photomoteur, l'influx nerveux ne passe pas par le cortex. Donc, c'est là la grande différence. Ensuite, l'image est transmise, la stimulation est transmise au noyau moteur du nerf facial et on va avoir une réaction, donc au niveau de la branche référente, on va avoir une réaction du nerf facial avec la fermeture de la paupière. C'est pour ça que lorsque vous avez une paralysie, par exemple palpébrale, due à une atteinte du nerf facial, votre réflexe de clignement à la menace va être absent. Mais c'est pas parce que le chien ne voit pas, c'est parce que c'est la voie efférente, c'est-à-dire le nerf facial qui est touché. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre. Et donc, vous allez comparer au réflexe photomoteur qu'on va voir ensuite. Voici le réflexe photomoteur, vous connaissez bien, vous mettez une forte stimulation lumineuse devant l'œil de l'animal et vous allez analyser la contraction de la pupille. Donc il y a le réflexe direct, donc c'est l'œil que vous illuminez et vous allez voir si la pupille se contracte, et le réflexe consensuel, c'est-à-dire vous éclairez un œil et vous voyez comment l'autre œil se contracte. Et ça vous donne donc des informations. Donc vous allez voir que ce réflexe ne chemine pas selon les mêmes voies que le test de clignement à la menace. Les voies donc, sont les mêmes au début, c'est-à-dire que on a la rétine. Donc vous éclairez votre œil, hein, vous avez une stimulation de la rétine, ensuite transmission de l'influx par le nerf optique, puis le chiasma optique. Donc jusque-là c'est commun. Mais la différence, c'est que dans le réflexe photomoteur, la voie va passer par les fibres parasympathiques du nerf oculomoteur, ici, et ensuite le ganglion ciliaire, puis contraction réflexe donc de la pupille, avec une contraction du sphincter, du muscle de l'iris. D'accord? Voilà. Et donc vous voyez que cet arc réflexe chante le cortex, toute cette partie-là, par lequel passer le clignement à la menace. Donc, et donc la vision. Ça veut dire que le réflexe photomoteur est indépendant de la vision. Il n'y a pas d'analyse par le cortex. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important à connaître parce que vous allez du coup pouvoir confronter, comme vous le voyez dans ce tableau, le test de clignement à la menace et le réflexe photomoteur. Le clignement à la menace, lorsqu'il est positif,
donc il y a a priori de la vision, et réflexe photomoteur positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion. L'animal est sain par rapport à sa vision. Lorsque le test de clignement à la menace est positif, mais vous n'avez pas de réflexe photomoteur, d'accord? Donc la pupille reste dilatée, il n'y a pas de contraction de la pupille, mais par contre, vous avez un clignement à la menace. Donc, dans ce cas-là, cela veut dire que le chien voit, mais il n'y a pas de réflexe photomoteur, car il y a deux possibilités. Soit on a une lésion neurologique, dans ce cas-là, c'est une atteinte du nerf oculomoteur, nerf crânien 3, soit une atteinte du muscle sphincter de l'iris. Et ça, c'est très fréquent. Voilà, je vous alerte là-dessus. Très fréquemment, vous allez voir des animaux qui sont un peu en mydriase, qui n'ont pas de bon réflexe photomoteur. Vous éclairez l'œil et la pupille ne se contracte pas. On pense tout de suite neurologie, ou rétine, ou lésion cérébrale, alors que pas du tout, c'est juste le muscle qui s'est démusclé. C'est-à-dire que c'est une dégénérescence du muscle sphincter de l'iris. Le muscle est moins performant et du coup la pupille ne se contracte pas, d'accord? Donc ça c'est important à connaître et ça arrive plutôt chez les chiens âgés après 10 ans. Ensuite vous avez le cas de figure où le test de clignement à la menace est absent, donc il n'y a pas de vision mais le réflexe photomoteur est présent. Et là si vous comparez, si vous regardez le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, cela signifie qu'on a une atteinte au niveau cortical, puisque c'est le test de clignement à la menace qui est absent et pas le réflexe photomoteur. Donc là, ça passe très bien pour le réflexe photomoteur par les voies que je vous ai montrées, mais il n'y a pas de réflexe photomoteur parce qu'on a une atteinte à ce niveau-là, donc au niveau plus postérieur, au niveau cortical dans l'intégration de l'information. Et enfin, dernier cas de figure, pas de test de clignement à la menace, pas de réflexe photomoteur. Dans ce cas-là, si vous regardez le schéma, cela signifie que, puisque les deux réflexes sont abolis, cela signifie que c'est cette portion-là qui est atteinte, la portion proximale, c'est-à-dire soit la rétine, soit le nerf optique, soit le chiasma. Voilà. Ensuite, après avoir fait ces tests de réflexe oculaire, vous allez prendre l'examen, vous allez prendre un instrument qui est le plus important pour l'ophtalmo, et si vous n'avez pas une lumière, une source lumineuse, éventuellement un système grossissant, c'est pour nous le biomicroscope, la lampe à fente que vous voyez ici, qui nous permet, nous, de voir tout dans le détail et qui permet par la lampe à fente de voir aussi en coupe des lésions présentes dans les différentes structures. Parce que vous allez avoir des coupes lumineuses avec la cornée, ici, la chambre antérieure à ce niveau-là, et le cristallin, ici, et vous allez localiser les opacités qui peuvent être responsables de cécité. Ici, par exemple, voilà un chien qui était aveugle. Pourquoi? Eh bien, on avait une opacité qui était bien visible, mais il faut la localiser. Comment on localise? Avec la lampe à fente qui, par la présence de cette fente, va nous permettre de localiser. Et là, chez ce chien, c'était un cas intéressant parce qu'on avait une cataracte. Vous voyez que le cristallin est blanc, donc on pouvait presque s'arrêter là. Mais en regardant dans le détail, il y avait d'autres opacités. En particulier, on avait toute la chambre antérieure qui était pleine de fibrine, donc c'est ce qu'on appelle l'effet Tyndall, donc de la fibrine en suspension dans la chambre antérieure et un œdème de cornée. Donc on avait à la fois œdème de cornée, uvite antérieure avec l'effet Tyndall et la cataracte. Donc 3 opacités qui étaient responsables de la perte de la vision chez cet animal. Je regarde si vous avez des questions. Non, donc je ne sais pas si la neurologie vous a endormi ou pas, mais pour l'instant, pas de questions. Ensuite, vous allez mesurer la tension. Ça, c'est important aussi. Donc, soit avec le tonomètre de Schütz, qui est un tonomètre un peu obsolète maintenant, soit le tonomètre ou le tonovètre, ou tonovètre, qui mesure la tension intraoculaire. Chez le chien et le chat, la pression doit être aux alentours de 10 à 20 mm de mercure. Vous voyez, ici, on est en tension normale. Là, on est en hypertension ou alors en hypotension. Et lors de glaucome, en particulier, vous allez avoir une augmentation de la tension qui peut atteindre des valeurs de plus de 60, avec une douleur associée et une cécité. C'est pour ça que ce test est important dans le cadre d'une démarche d'exploration de la cécité, parce que le glaucome est responsable d'une perte de la vision, avec des cécités parfois irréversibles qui sont dues au fait que la pression à l'intérieur de l'œil qui augmente écrase, entre guillemets, la rétine, ce qui fait que la rétine et le nerf optique ne sont plus fonctionnels et on a une cécité secondaire. Un examen important que vous faites tous, c'est l'ophtalmoscopie, soit l'ophtalmoscopie directe avec cet appareil que l'on a pratiquement tous,
soit le panoptique, et on a aussi l'ophtalmoscopie, voilà, donc direct, le panoptique et l'indirect, qui est plus réservé aux spécialistes, mais qu'on peut aussi, donc vous pouvez vous équiper avec un casque et une lentille, et qui va nous permettre d'avoir une vision plus globale de la rétine. Et voilà l'image avec un ophtalmoscope indirect, une image normale, le fond d'œil normal de chien, avec la papille, donc l'insertion du nerf optique, les vaisseaux, donc là on a les veines, les artères, donc 3 veines, une dizaine d'artères qui sont plus grêles, le tapis, la zone du tapis, la zone sans tapis qui est sombre. Voilà. Et on verra tout à l'heure quelques lésions, des lésions caractéristiques responsables de cécité. Et voilà le fond d'œil normal de chat avec un tapis, le tapis clair qui est plus grand, la papille qui est plus petite et plus sombre, comme vous le voyez ici, donc cette rétine qui peut être le siège de lésion, comme on le verra tout à l'heure. L'URG, donc là souvent c'est un examen souvent qui est réalisé par plutôt les spécialistes, donc c'est l'électrorétinogramme. C'est un examen qui permet de tester l'activité de la rétine. C'est-à-dire que l'on place sur un chat ou un chien endormi, comme ici, des électrodes. On a 3 électrodes, dont une qui est une cupule que l'on place sur la cornée. D'accord. Ensuite, on a une électrode de référence et une électrode de masse. On envoie des flashs, on se met dans le noir, et on envoie des flashs lumineux au niveau des yeux. D'accord, au niveau de cet œil. Et on recueille, on a un ordinateur qui recueille les potentiels électriques émis par la rétine. Donc, on recueille ces potentiels. Et la courbe caractéristique de l'ERG est celle-ci, avec, donc au temps T0, on envoie le flash, donc vous avez une dépolarisation avec un pic de l'onde A ici, un pic de l'onde B et l'onde C. D'accord? Donc ça, c'est la morphologie typique d'un ERG normal. Si vous avez un ERG comme celui-ci, avec une amplitude, parce qu'on mesure sur l'ordinateur l'amplitude de cette courbe, si l'amplitude dépasse 100 microvolts, c'est que la rétine fonctionne normalement. Vous voyez la différence entre une courbe normale où on a 2 pics, un pic ici, pic de l'onde A, pic de l'onde B, onde C, et là, un ERG qui est plat. Vous voyez que en bas, vous avez l'ERG sans réponse, complètement plat, avec donc qui peut être le signe d'une atrophie de rétine, d'un décollement de rétine ou d'une dégénérescence de la rétine subite, et ça, on va voir ça dans le détail par la suite. L'échographie oculaire, elle est utile lorsque vous avez des opacités intraoculaires. Très utile parce que si vous avez un œil complètement blanc comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, il faut bien voir ce qui se passe. Donc, pour voir derrière un cristallin opaque, par exemple, on n'a pas d'autre moyen que l'échographie qui va nous permettre, avec cette sonde que l'on pose sur l'œil. Donc, on anesthésie localement avec de la sébésine collyre, d'accord, qui est un anesthésique local, et ensuite, on va pouvoir poser la sonde sur l'œil. On utilise, nous, à la clinique, un échographe comme celui-ci, qui est un échographe haute fréquence, avec une sonde de 22 MHz, donc assez élevé, qui va nous permettre de voir beaucoup de détails, mais je vous invite à utiliser vos échographes classiques avec les sondes de 15, les sondes classiques, abdominales ou cardio, qui peuvent vous permettre d'avoir des images peut-être moins précises que celles que l'on obtient avec une sonde de 22, mais vous pourrez avoir quand même de bonnes images du cristallin, du vitré, de la rétine, vous pourrez détecter des décollements de rétine. Donc, vous utilisez vos sondes d'échographe, vous mettez une goutte de sébésine pour anesthésier localement et du gel, le même gel que celui que vous utilisez pour l'abdomen, entre la sonde et l'œil. Et ensuite, vous placez directement la sonde sur la cornée de l'animal et vous allez pouvoir voir les images. Donc, n'hésitez pas à le faire. On pose souvent la question et savez qu'on peut vraiment avoir beaucoup d'informations comme ça. Par exemple, vous voyez, chez ces 3 chiens, on peut avoir l'impression qu'ils ont la même chose. Celui de gauche a donc, vous voyez, des opacités complètes de la cornée. Au milieu, on a une opacité et à droite, une opacité complète des 2 yeux. Donc, ce sont 3 chiens aveugles, mais avec des causes complètement différentes. Ici, l'échographie de ce chien donne une cornée qui est très épaissie. Vous voyez ici, prenez vos échographes, mettez la sonde dessus, vous mettez une goutte de sébésine, vous mettez votre sonde, un peu de gel, et vous allez voir des images comme ceci, super intéressantes. Ici, on a un œdème de cornée. Vous voyez, si on compare à une cornée normale, on a une épaisseur qui est au moins 4 ou 5 fois l'épaisseur normale, avec un œdème de cornée très important ici.
Et donc, cela correspond à cette opacité que vous notez. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a donc l'opacité due à l'œdème de Cornet, et que derrière, on a une chambre entière transparente, ici, complètement, et un cristallin qui est complètement transparent, et un vitré transparent, et une rétine qui est collée, et un nerf optique qui est normal. Donc, tout le reste est normal, on a juste l'œdème de Cornet qui était dû à une dégénérescence endothéliale et qui était responsable de la cécité chez ce chien. Ici, le cas numéro 2, vous mettez la sonde, et vous trouvez ceci. Là, vous avez un cristallin qui est devenu opaque. Les deux, donc vous voyez, on voit l'opacité. Donc c'est une cataracte. Vous voyez que la cornée, alors là, c'est vrai qu'on ne voit pas trop, mais on aurait pu voir si j'avais mis un peu plus de gel, l'état de la cornée, on aurait vu que la cornée était d'une épaisseur normale et sans œdème, complètement transparente, comme on le voit ici. Chambre entière transparente, cataracte, très mûr, hein, avec très intumescente, donc cristallin de grande taille, un vitré complètement transparent et une rétine qui est bien collée. Et le nerf optique ici qui est normal. Et là, on a ensuite les muscles. Donc là, on a pratiquement tout qui est normal, mais une belle cataracte mûre. Et là, ce chien peut être opéré de la cataracte. Chez ce chien, par contre, on met la sonde et là, on a donc une cornée normale, une chambre antérieure qui paraît normale, le cristallin bien transparent, vous voyez la différence, le vitré transparent et une rétine bien collée. En fait, là, c'est un peu traître. Il s'agit, et je vais vous l'expliquer tout à l'heure, d'un épanchement lipidique. Donc, c'est en fait de la lipide en suspension dans la chambre antérieure, donc ici, et eux sont anéchogènes, donc on ne les voit pas. Donc, c'est un peu traître, mais la lésion se situe dans la chambre antérieure chez ce chien. Donc là, on a ici une cataracte et ici, vous avez un beau décollement de rétine. Donc, lors de cécité, si vous avez des milieux bien transparents, la rétine, vous allez pouvoir la voir, le décollement rétinien, vous allez pouvoir voir avec votre ophtalmoscope. Mais si vous avez, par exemple, une cataracte ou une opacification de la cornée, vous ne pouvez pas voir le décollement de rétine. Et c'est l'échographe qui va vous permettre de voir un décollement comme celui-ci. On voit ici que le cristallin est transparent, la chambre antérieure est transparente, mais on a un beau décollement de rétine en fleur de liseron ici, qui est responsable de la cécité chez ce chien. Enfin, les derniers examens qui sont utilisés dans le cadre de l'exploration d'une cécité, c'est le scanner et l'IRM, des examens d'imagerie, beaucoup pour le cerveau, le nerf optique, pour voir des détails et détecter des tumeurs, des accidents vasculaires, des inflammations. Mais ça, on verra par la suite. Quelle est la conduite à tenir lors de cécité? Si on résume, vous recevez donc en consultation un animal qui est aveugle. Alors Aglaé me demande, est-ce que tu poses la sonde directement sur la cornée ou sur la paupière? En général, donc, on pose directement sur la cornée. C'est pour ça qu'on anesthésie la cornée, mais on peut aussi passer en transpalpébral, donc sur la paupière. Ça peut se faire aussi, mais comme il y a les poils et l'épaisseur de la paupière, on peut avoir des moins bonnes images. Mais parfois, pour avoir certains angles, on est obligé de le faire en transpalpébral. Mais la plupart, dans plus de 9 cas sur 10, vous le faites directement en cornéen. Donc, vous avez l'animal aveugle. Vous faites votre examen ophtalmo et vos tests. Soit votre examen ophtalmo est normal, c'est-à-dire que tout est transparent, vous faites le fond d'œil, la rétine est d'aspect normal. Dans ce cas-là, lorsque vous avez une cécité avec un œil normal, on parle d'amorose. D'accord? C'est la définition. C'est une cécité avec un œil normal, pas de lésion. Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on fait? On fait un ERG. L'ERG, c'est l'électrorétinogramme, donc il va permettre de tester l'activité de la rétine, savoir si la rétine marche ou pas. Soit l'ERG est anormal, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez une atteinte de la rétine, bien sûr. L'ERG plat, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans ce cas-là, on est soit face à une atrophie de rétine progressive, ARP, soit un SARD, qui est une dégénérescence subite de la rétine, donc c'est un peu comme une ARP, c'est comme une dégénérescence de rétine, sauf qu'elle est subite, elle se fait en moins d'une journée, en quelques heures. Soit vous avez un décollement de rétine. Soit l'ERG est normal, et dans ce cas-là, si tout est normal avec un ERG normal, vous l'envoyez en imagerie avec un scanner IRM de l'encéphale. Et là, vous allez découvrir soit une névrite optique, soit une tumeur de l'encéphale, votre lésion d'encéphale. Si votre examen ophtalmo est anormal, c'est que vous avez détecté soit un glaucome, soit une uvite, soit une cataracte, soit un décollement de rétine, une opacité qui fait que les images ne pénètrent pas à l'intérieur de l'œil. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de faire tous ces examens et vous allez explorer ces maladies-là et les traiter. Est-ce que c'est clair ce schéma? Parce que vous savez que c'est un peu
un des plus importants hein, de l'exposé. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. Ok. Bon, merci Margot qui me dit que c'est clair. Les causes de cécité. Donc là, je vous les ai résumées, d'accord. Donc ça, vous pouvez les retenir. Donc, on a parlé des atteintes de l'œil avec les atteintes de la cornée, de la chambre antérieure, du cristallin, du vitré, de la rétine. Hein, c'est toutes les structures de l'œil qui peuvent être touchées et qui sont responsables d'une cécité. Soit les atteintes du nerf optique, soit les atteintes au niveau central. Voilà. Un animal aveugle, il faut retenir que c'est soit l'œil, soit le nerf optique, soit le cerveau. Hein, si on veut schématiser, c'est les trois localisations. Et je ne détaille pas parce que je vais vous le détailler en image par la suite. Voilà, donc pour les différents niveaux, on va commencer par l'œil déjà, et après on verra le nerf optique, et après le cerveau. Pour ce qui est des atteintes de l'œil, là vous avez un cas de chien qui avait ceci au niveau de ses deux yeux. Qu'est-ce que vous voyez ? On a ici donc un œil qui est très inflammé, on a un test fluo positif, œdème cornéen, ulcère cornéen, oui, tout ça c'est bon. Hypopion, oui, bravo Antoine. Ouais, vous êtes très bon, hein. Hypopion, ulcère, voilà, bon, bah, tout est, vous avez tous bien répondu. On a un ulcère de cornée, fluo plus, un hypopion, et une cornée qui est très œdémaciée, très œdémateuse, un œdème de cornée marqué. Il s'agissait d'un ulcère cornéen chez ce chien, associé à hypopion, et c'est l'ulcère qui crée l'œdème. Souvent, on a des réactions lorsque l'ulcère est infecté, avec des bactéries type Pseudomonas par exemple. On peut avoir un œdème cornéen généralisé et un hypopion qui est réactionnel, c'est-à-dire que c'est une uvite qui vient de la réaction, qui est réactionnelle, c'est-à-dire qui vient de l'ulcère, c'est une réaction à l'ulcère. Donc là, c'était cet ulcère qui était responsable de la perte de vision sur cet œil. Ici, on avait un abcès cornéen chez cet animal, et bien sûr, vous voyez très bien, on voit que la cornée est complètement opaque, hein. On a un abcès cornéen un peu caséeux, et c'est évident que cet animal ne peut pas voir, tout simplement parce qu'il a une opacité sur sa cornée. Donc là, c'est très très simple à voir. Abcès cornéen. Ici, vous avez un chat, c'est quelque chose qui est très fréquent, c'est post-herpétique, c'est suite à la présence du virus herpès. On est à l'état de séquelles, avec des adhérences, des conjonctifs qui font comme si on avait un rideau sur la cornée. La cornée ou une membrane qui recouvre toute la cornée, vous voyez ici et ici, qui est un peu pigmentée. Et cette membrane recouvre totalement la cornée sur les deux yeux, ce qui fait que ce chaton est aveugle. Alors peut-être qu'il voit des changements de luminosité, mais en tout cas, il ne peut pas distinguer les choses tellement sa cornée est opaque. Il s'agit, et vous le voyez ici, là, c'est des adhérences un peu anarchiques hein, de conjonctives au contact de la cornée, et il s'agissait d'un symblepharon. Le symblepharon, ça correspond aux adhérences un peu anarchiques des conjonctives entre elles, soit les conjonctives qui adhèrent entre elles, soit les conjonctives avec la cornée, ce qui est le cas ici, et ce qui entraîne une opacité complète de la cornée, d'où la cécité secondaire. Voici une belle opacité encore cornéenne chez un chien, et là, qui est très blanche, et il s'agissait de dépôts lipidocalciques. Donc, c'est une dégénérescence lipidique de la cornée qui donne un aspect totalement blanc à l'œil. Donc ça, ce sont des animaux, par exemple, qui peuvent être référés, ou en tout cas pour lesquels les propriétaires peuvent penser à une cataracte, parce que les yeux sont blancs. Donc dès qu'on entend mon chien a les yeux blancs, tout de suite on pense cataracte. Alors qu'en fait, pas forcément. Ça peut être la cornée qui peut être le siège d'une opacité blanche, comme c'est le cas ici. Et là, il s'agissait bien sûr c'était un chien qui avait une baisse de la vision importante à cause de cette opacité. Donc là, lorsque l'opacité est comme ceci, on peut opérer. On fait une kératectomie superficielle pour retirer toute la zone de cornée, donc qui est la zone superficielle et qui contient ces dépôts lipidocalciques pour retrouver une transparence, comme vous le voyez ici, et donc redonner la vision à ce chien. Ici, un cas qu'on a vu tout à l'heure, il s'agissait de la dégénérescence endothéliale. À retenir, souvent chez les, donc c'est lié à l'âge, c'est souvent chez les chiens après 10 ans, on a l'endothélium cornéen qui dégénère. Donc l'endothélium, vous vous souvenez que c'est la partie la plus interne de la cornée.
qui est la barrière entre l'humeur aqueuse et la cornée, et qui fait que lorsqu'elle disparaît, lorsqu'elle dégénère, l'humeur aqueuse va pénétrer à l'intérieur de la cornée, va déstabiliser les fils de collagène de la cornée, ce qui va faire perdre la transparence de la cornée. Donc là, on a typiquement un œdème cornéen très marqué, secondaire à une dégénérescence endothéliale, avec cécité secondaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, soit on met des produits hyperosmotiques mais, pour diminuer l'œdème, mais c'est l'effet est très mineur. Soit on fait maintenant des chirurgies de greffe conjonctivale, on prélève une greffe conjonctivale en région supérieure avec un petit lambeau d'avancement, on avance la greffe à peu près jusqu'à 1/3 de la superficie cornéenne, de la surface cornéenne. On suture cette greffe qui va jouer un rôle de pompe pour extraire le liquide de la cornée, donc l'œdème, pour réduire l'œdème. Ça va extraire en continu grâce au vaisseau de la greffe et on va pouvoir comme ça diminuer l'œdème de cornée et redonner de la transparence et donc améliorer la vision du chien. On me demande le traitement du chaton post-herpès. On fait des débridements lorsque vous avez un cas aussi avancé que celui que je vous ai montré. On pratique une exérèse de toutes ces membranes. C'est un peu comme une kératectomie superficielle. On décape la cornée pour enlever les membranes. Et à l'époque, lorsqu'on en avait, on mettait de la mitomycine pour éviter une récidive. Maintenant, on a beaucoup plus de mal à en avoir. Et donc, moi, je retire et je laisse comme ça. Il peut y avoir une petite partie de récidive, mais en général, ça améliore bien la vision, surtout sur un cas aussi grave que celui que je vous ai montré. Voici un cas encore avancé. Ici, on a une opacité complète de la cornée. Cette opacité est due à des dépôts de pigments mélaniques, c'est-à-dire que la cornée est complètement noire. Donc ça, vous devez avoir des cas comme ça. On a beaucoup de carlins qui ont ça. Cette pigmentation mélanique qui se fait, qui commence souvent au niveau nasal et qui progresse jusqu'à atteindre l'axe optique et entraîner une cécité chez ces chiens-là, chez ces carlins. Là, c'était pas un carlin, il s'agissait d'un cocker, mais qui avait une KCS. Donc, il n'avait plus de larmes, le test de Schirmer était à 0. Et du coup, sa cornée s'est complètement pigmentée et le chien est donc devenu aveugle. Donc là aussi, on peut réaliser une kératectomie superficielle pour retirer la partie opaque, qui contient le pigment. Mais si vous ne traitez pas d'abord le manque de larmes, vous avez une récidive quasiment assurée. Ici, vous avez un œdème de cornée. Le test fluo était négatif. La pression intraoculaire était diminuée. On a donc œdème de cornée. On a fait une écho et on a vu que le cristallin était en place, mais qu'on avait de la fibrine d'un champ antérieur, un effet tyndal. Il s'agissait d'une uvulite antérieure qui peut être donc la cause de cécité. On a des chiens qui peuvent venir pour cécité, qui tombent aveugles parce qu'ils ont une uvulite aiguë bilatérale. Voilà, bah ici vous avez l'écho avec la fibrine, on voit très bien. Voilà. Là on voit l'œdème de cornée, vous voyez que la cornée est épaissie par rapport à la normale, et la chambre antérieure, vous voyez de la fibrine en suspension. Vous voyez tous ces petits points blancs, ben, c'est de la fibrine en suspension. On a aussi l'iris ici qui est épaissi, dû à l'iritis qui est associé à l'uvulite. D'accord? Donc on a une réaction de l'UV, donc de l'iris, et un relargage de protéines dans la chambre antérieure, de fibrine, qui entraîne cette opacité. Et donc, le traitement, ce sont les anti-inflammatoires, corticoïdes, voie générale, locale et sous-conjonctivale. Voilà un autre cas de cécité chez un chat avec une uvulite. Il s'agit de caillots de fibrine, fibrino-hémorragique. On a du sang mélangé à de la fibrine dans les deux chambres antérieures qui entraîne une opacité et donc la perte de la vision. Donc, il s'agissait d'une uvulite antérieure bilatérale. Et là, vous allez explorer, vous savez qu'il y a beaucoup de causes en particulier infectieuses chez le chat lors d'uvulite, et beaucoup d'idiopathiques aussi. On a 50% des cas d'uvulite chez le chat qui sont idiopathiques. Un cas que je vous ai montré tout à l'heure, qui est rare, beaucoup plus rare que les autres, mais je vous le montre parce que ça arrive classiquement. On reçoit ces animaux en urgence avec les yeux qui sont devenus blancs en 1 heure, et ces chiens qui sont devenus aveugles. Et il s'agit d'un épanchement lipidique dans la chambre antérieure. Donc, c'est des lipides en suspension dans la chambre antérieure qui donnent ces yeux très blancs. Et ce sont souvent des chiens qui ont mangé une plaquette de beurre, ou en tout cas qui ont mangé la peau du poulet. Donc, un régime très lipidique, ponctuel, qui entraîne ce relargage de lipides dans la chambre antérieure et donc la cécité.
Donc ça, on les voit souvent en urgence. C'est assez rare parce que vous voyez, par exemple, moi, j'en vois un tous les ans, tous les 2 ans. Donc, je pense que voilà, c'est quand même pas, c'est pas du quotidien. Quand on fait l'écho, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, tout est transparent. Donc, c'est ça qui est traître. Mais ça permet, l'écho permet d'être sûr qu'il ne s'agit pas de fibrine parce que si c'était de la fibrine en suspension et non pas des lipides, ici, vous auriez des points blancs, comme je l'ai montré, une chambre antérieure qui serait plus hyper échogène qu'elle n'est là. Alors que là, c'est bien transparent. Et lorsque vous faites une prise de sang chez ces chiens et que vous centrifugez, vous avez le sérum, le plasma, qui est très lactescent, ce qui confirme la présence d'une hyperlipémie associée à cette pathologie. Voilà encore un cas, et pour vous montrer qu'ils guérissent très bien. Ça, c'est 24 heures après. Donc, le chien, on le met au régime pendant 24 heures, et ces lipides se résorbent complètement en 24 heures, et le chien revoit. Donc, c'est vraiment très spectaculaire. Donc, avant, après, le régime. Vous voyez, le traitement, là, il est simple. Hein, c'est juste pas de chocolat, pas de lipides pendant 24 heures. Un grand classique que vous devez reconnaître, on me demande d'abord, est-ce que la dégénérescence endothéliale est douloureuse? Alors, elle ne l'est pas, c'est absolument pas douloureux, on a juste l'œdème. Par contre, elle peut conduire à terme à des ulcères cornéens. Ça, c'est très classique, c'est-à-dire que lorsque vous avez votre œdème, vous avez vu qu'il est très marqué, votre cornée qui est très épaissie, vous avez des bulles de liquide qui se forment dans l'épaisseur de la cornée et qui viennent, au bout d'un moment, éclater à la surface de la cornée, ce qui crée des ulcères cornéens. Donc, on a beaucoup d'ulcères secondaires à ces dégénérescences endothéliales. Et là, par contre, quand on est en phase d'ulcère, c'est douloureux. Mais pas lorsqu'il n'y a pas d'ulcère. En particulier, les cas que je vous ai montrés ne présentaient pas d'ulcère. Donc, ici, vous voyez que la cornée est transparente, hein, puisqu'on voit l'iris. Donc, ça veut dire que l'opacité, elle est derrière l'iris, d'accord? Elle n'est pas au niveau de la cornée, elle n'est pas dans la chambre antérieure. La chambre antérieure est transparente puisqu'on voit bien l'iris. Il s'agit d'une opacité du cristallin. Et cette opacité, c'est la cataracte, comme vous l'avez reconnu, à bien différencier de la sclérose du cristallin. Là encore, on a beaucoup d'animaux qu'on reçoit pour cataracte. Et en fait, il y a beaucoup de cas qui sont en fait des scléroses, pas forcément des cataractes. Pourquoi? Parce que les propriétaires ou parfois le vétérinaire traitant constate un voile, comme ceci, un peu blanc ou bleuté. Et donc, tout de suite, on part sur cataracte, alors que pas du tout. Vous voyez la différence? Là, la sclérose, on a une transparence, c'est-à-dire que lorsque vous faites le fond d'œil, vous voyez le fond d'œil, en particulier, donc le chien voit, c'est-à-dire que les images passent au travers. Donc, c'est juste un aspect, c'est esthétique, c'est-à-dire qu'on a un aspect voilé, mais le chien est visuel, voyant. Ici, par contre, les images ne passent plus, là, c'est la cataracte, on a une opacité complète, le chien est aveugle. Vous voyez la différence entre les deux? Là, c'est pour montrer les différents stades de cataracte. Hein. On a d'abord un œil normal avec une pupille bien transparente, les images passent bien. Une cataracte immature, les images deviennent floues. Et une cataracte mûre où les images ne passent plus. Nous, on opère soit à ce stade-là, soit à ce stade-là. On utilise la phacoemulsification qui aspire le cristallin, qui le fragmente, et on remplace par un cristallin artificiel, qui est maintenant pliable, ce qui permet de passer par une toute petite incision de 3 mm. Ça, c'est l'appareil qu'on utilise, qui est l'appareil de chez Icon. Voilà la chirurgie. Donc, on incise la cornée, on incise la capsule antérieure. Vous voyez l'opacité hein, qui est importante. Donc là, bien sûr, ce chien qui est aveugle. Avec la petite sonde, donc par 3 mm, on aspire le cristallin jusqu'à retrouver la transparence. C'est-à-dire que lorsqu'on enlève tout le cristallin opaque, l'œil redevient transparent. On injecte un viscoélastique, on enlève la capsule antérieure. Là, je l'ai mis en rapide, hein, c'est pas moi qui suis rapide, hein. Je ne suis pas aussi rapide que ça. Et on injecte le cristallin artificiel, voilà, qui remplace le cristallin initial. Et ensuite, on fait un lavage de la chambre antérieure et on suture la cornée. Voilà. Ça, c'est vraiment une technique qui est maintenant bien rodée depuis 30-40 ans, qui n'a cessé de progresser et avec d'excellents résultats à l'heure actuelle. Voilà un chien avec cataracte avant chirurgie et voilà après chirurgie avec son cristallin artificiel. Vous voyez qu'on retrouve la transparence. Le petit cristallin artificiel qui est dans le sac du cristallin, on laisse le sac dans lequel est logé le cristallin artificiel et on retrouve chez ce chien une vision parfaite. La puissance des implants est standard chez le chien, elle est de 41 dioptries.
Et on a maintenant, suivant toutes les études, plus de 90-95% de très bons résultats à moyen et long terme chez les chiens opérés. Voilà, encore un cristallin artificiel bien en place, bien centré, avec un fond d'œil, le reflet bleu du fond d'œil. Ça, c'est si on ne mettait pas d'implant. Vous voyez, l'implant intraoculaire permet d'avoir une netteté que l'on n'a pas sans implant. Il y a 30-40 ans, on ne mettait pas d'implant et c'est vrai que la vision était moins bonne. Voilà, là, c'est pour vous montrer comment un chien qui a été opéré des deux yeux, la qualité de la vision, hein, puisqu'il est capable d'attraper une balle en l'air. Voilà, là, c'est quelques mois après la chirurgie. On peut avoir une luxation du cristallin, comme ici. Vous voyez que le cristallin est passé dans la chambre antérieure. Dans ce cas-là, on retire le cristallin. On incise la cornée sur toute la circonférence. Comme le cristallin est luxé, on ne peut pas faire la phacoemulsification, comme pour la cataracte. On est obligé de l'enlever en bloc, en ouvrant de façon plus large la cornée. Voilà, pré-op et post-op. Voici un chien qui est présenté avec douleur, perte de la vision, œdème de cornée. On commence à avoir des vaisseaux limbiques. Qu'est-ce que l'on fait? On fait tous les examens que je vous ai expliqués et on mesure en particulier la tension. Et chez ce chien, on avait une tension à 65 mm de mercure, donc bien au-delà de 20 mm de mercure. Il s'agissait donc d'un glaucome. La définition du glaucome, c'est la tension qui augmente et qui écrase la rétine et le nerf optique, ce qui entraîne une cécité. Donc là, vous allez mettre en place un traitement anti-glaucomateux avec souvent le dorzolamine, donc le Trusopt, Prolir ou Prosopt, et l'oxalatan, le latanoprost. Bon, c'est l'objet d'une autre conférence, on en a déjà souvent parlé, mais le latanoprost qui nous permet de faire chuter très vite avec des tensions qui peuvent passer de 65 à 14 mm de mercure en quelques heures, comme chez ce chien. Vous voyez, on est passé de 65 à 14, vous voyez que l'œil est plus rouge, beaucoup moins rouge, on a une disparition de l'œdème de cornée et le chien peut revoir. C'est pour ça que c'est une vraie urgence. Hein. Si vous les prenez très tôt et que la rétine n'est pas encore définitivement lésée et le nerf optique n'est pas définitivement lésé, on peut retrouver la vision, mais ce n'est pas systématique, bien sûr. Les lésions du fond de l'œil. Donc ici, on peut avoir l'impression que tout est normal, alors qu'il y avait ici un colobome de la papille. Ici, un trou au niveau de sa papille. Ici, bon, celui d'avant était anecdotique, mais là, par contre, c'est important de le connaître. Vous faites le fond d'œil sur un animal aveugle. Vous voyez ceci. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que ce qui saute aux yeux, c'est le flou. Vous avez vu, par rapport à là, la papille est bien nette, c'est l'insertion du nerf optique, alors que là, vous voyez que c'est complètement flou. Ben, il s'agissait d'une névrite optique. Lorsque le nerf optique est inflammé dans sa partie proximale, c'est-à-dire celle qui est au niveau de l'attache avec le globe oculaire, eh bien, vous allez pouvoir le voir. Vous allez pouvoir voir cette inflammation avec ce flou caractéristique. Par contre, on a des névrites optiques qui ne sont pas visibles à l'ophtalmoscope. Si la partie moyenne ou distale du nerf optique est touchée, vous n'allez pas pouvoir le voir puisque vous ne voyez que la papille avec l'ophtalmoscope. C'est assez logique. Ici, une lésion à bien connaître, c'est lorsque vous faites le fond d'œil. Là, on voit que la papille est nette, d'accord, donc il n'y a pas de névrite optique. On n'a pas de décollement de rétine, mais par contre, on a une hyper-réflectivité du tapis. Vous voyez que c'est très hyper-réflectif, très réflectif. On est ébloui même. Eh bien, ça, c'est caractéristique d'une dégénérescence de la rétine. Donc, très classique, la RP, ARP, ça veut dire atrophie rétinienne progressive, qui évolue sur plusieurs mois, plusieurs années, qui arrive beaucoup chez les cockers, les caniches. On a beaucoup de races comme ça prédisposées. C'est souvent génétique. Et cela conduit à une cécité plus ou moins complète à moyen et long terme. Donc le fond d'œil caractéristique avec cette zone très réflective qui vous éblouit de façon importante et une diminution aussi des vaisseaux. Vous voyez que les vaisseaux sont beaucoup plus fins, beaucoup plus grêles et ça c'est caractéristique. Donc là c'était chez le chien ici. Et là, chez ce chat, vous avez la papille et vous voyez qu'il n'y a plus de vaisseaux du tout et on a une zone très réflective. Donc il s'agissait d'une atrophie de rétine complète chez un chat. Ici, vous avez cette zone ici qui correspond à un décollement de rétine. Donc là, c'était un décollement de rétine complet chez un chien qui correspond un peu à ce qu'on voyait sur l'échographie de tout à l'heure avec un décollement en fleur de liseron caractéristique. Autre chose à connaître, chez le chat, vous avez ici des lésions vraiment caractéristiques avec des hémorragies vitréennes, des hémorragies rétiniennes, d'accord ? Et il s'agit chez le chat des hémorragies et décollements de rétine secondaires aux hypertensions artérielles, aux HTA. Donc ça, c'est un grand classique chez les chats à partir d'un certain âge. Je pense que vous en voyez beaucoup, vous mesurez les tensions.
Et on a beaucoup de chats qui arrivent après 10 ans, donc entre 10 et 20 ans, qui viennent pour cécité, souvent la pupille complètement dilatée, et vous mesurez la tension, et d'abord vous faites le fond d'œil, et vous constatez ces lésions, hein, d'hémorragie, éventuellement de décollement de rétine. Eh bien, ces lésions sont secondaires à l'hypertension artérielle. Voilà, les hémorragies secondaires à des hypertensions artérielles. On peut avoir juste un décollement de rétine, comme ici. On voit le décollement à l'écho ici. Là, on le voit, hein, directement en faisant le fond d'œil. La rétine est complètement décollée. Et là, c'était justement un chat qui était à 300 mm de mercure de tension artérielle. Décollement rétinien complet ici. Là, vous voyez que la rétine s'est complètement déchirée et tombée. Voilà un autre chat, voilà le caractéristique, chat qui est devenu aveugle en quelques jours. On voit au niveau du fond d'œil des hémorragies et un décollement de rétine. On mesure sa tension et sa tension est élevée. Donc là, c'est des chats qu'on met sous amlodipine, Amlor ou amodip, pardon. Et là, vous avez, c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez ces lésions hémorragiques ou de décollement de rétine, eh bien, on a des guérisons. C'est-à-dire que en les mettant sous hypotenseur, donc amodip par exemple, vous allez baisser la tension artérielle et vous pouvez avoir un recollement de la rétine. Vous voyez, chez ce chat, on a un décollement ici complet, vous voyez la rétine complètement décollée. Et ici, on a, quelques temps après le traitement, un recollement de la rétine. Donc, et les animaux qui revoient, qui peuvent revoir. C'est pas systématique, hein, on a des échecs, mais en tout cas, on peut avoir des recollements et des guérisons avec une vision qui revient. Voici un cas, un chihuahua de 5 ans qui vous est présenté pour cécité depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'on constate? On voit une mydriase, d'accord? La pupille est complètement dilatée. C'est une mydriase aréflexique, c'est-à-dire que lorsqu'on éclaire, lorsqu'on fait le réflexe photomoteur, on n'a pas de contraction de la pupille. Quelles sont les hypothèses? Qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous faites les tests, les réflexes. Donc, vous avez un test de clignement de la menace qui est absent. Vous approchez la main, donc, ce qui confirme que le chien ne voit pas. Et on a aussi le réflexe photomoteur qui est absent. Donc là, ce que vous allez faire, c'est en premier lieu un examen de rétine. C'est pour savoir si l'atteinte est rétinienne ou derrière. Donc, on fait l'ERG, et l'ERG chez ce chien est normal, ce qui veut dire que l'atteinte est donc postérieure à la rétine. Et vous allez donc, si l'ERG est normal, l'envoyer en scanner ou IRM. La IRM a été faite et on a pu constater une névrite optique bilatérale. Donc ce chat est atteint d'une névrite optique. La névrite optique qui peut être unilatérale ou bilatérale. Excusez-moi. Voici un autre chien, pareil avec une cécité très similaire à la précédente. La différence avec celui-ci, c'est qu'il n'avait pas de test de clignement à la menace, mais le réflexe photomoteur était présent. Et ça, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au tout début, c'est plutôt le signe d'une atteinte corticale, c'est-à-dire cérébrale, au niveau du cortex, derrière le chiasma. Et on a réalisé une IRM, et là, on a vu une méningoencéphalite. Là, chez ce très jeune chien de quelques mois, un cas qui est rare, hein, j'en ai vu que 2 ou 3 en 30 ans, donc 1 tous les 10 ans, hydrocéphalie chez un jeune chien, avec la dilatation des ventricules ici, qui est tout de suite diagnostiquée à l'IRM. Et bien sûr, ce chien était aveugle par atteinte du cortex. Cas plus classique, un chien bulldog anglais, 6 ans, qui est référé pour cécité. Lui aussi, alors lui par contre avait une absence de clignement de la menace, donc il ne voulait pas bien sûr, mais il avait un réflexe photomoteur qui était absent, ce qui voulait dire que c'était soit la rétine, soit le nerf optique, soit le chiasma optique. Et en l'envoyant, donc on a fait le RG qui était normal, donc la rétine fonctionnait, donc cela voulait dire que c'était soit le nerf optique, soit le cerveau, et on l'a envoyé donc au scanner en IRM, pardon. Et il s'agissait d'une tumeur du chiasma optique que l'on voit ici. Voilà, ici, soit méningiome, soit lymphome. En conclusion, retenir que il faut faire attention, il faut prendre avec des pincettes ce que vous disent les clients par rapport à la vision. Moi, j'ai tous les cas de figure, c'est-à-dire des cas où le chien ne voit pas de façon manifeste, les gens sont persuadés que le chien voit. J'ai même eu un chien qui avait été énucléé des 2 yeux,
et les gens me certifient que le chien voyait. Pourquoi? Parce que les chiens s'adaptent très bien à la cécité, comme vous le savez, ils prennent des repères, ils s'adaptent, ils développent d'autres sens. Donc voilà, on a ce cas de figure où le chien ne voit pas, mais les propriétaires pensent qu'il voit, et des fois c'est l'inverse. Les clients sont persuadés que le chien ne voit pas, mais en fait le chien voit, et c'est pour ça qu'il faut interpréter les signes et ce qu'ils vous disent. En particulier, donc retenez qu'un animal qui ne voit pas va être surtout gêné dans ses déplacements, va se cogner, surtout dans les endroits qu'il ne connaît pas. Et par contre, tous les autres signes que des fois il vous rapporte par rapport à la balle, par rapport à une croquette qu'on lui tend, etc., il faut prendre plus de pincettes. Le test de clignement à la menace qui est important, comme vous l'avez vu. Le réflexe photomoteur, attention à l'interprétation, hein, je vous disais, parfois on a des faux négatifs, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a une mydriase d'origine neurologique, alors qu'en fait c'est parce que le muscle de l'iris ne fonctionne pas bien, tout simplement, donc ce qui peut donner une mydriase et une absence de réflexe photomoteur. Des fois aussi, on fait un lien trop rapide entre réflexe photomoteur et fonctionnement de la rétine. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsqu'on avait un réflexe photomoteur qui n'était pas bon, on pouvait penser que c'était d'origine rétinienne. Donc c'est vrai que la rétine ne fonctionne pas, on peut a priori avoir une mydriase, mais ce n'est pas toujours le cas. Attention, là aussi il y a des faux négatifs, c'est-à-dire que, enfin, des faux positifs, c'est-à-dire que vous avez des chiens qui peuvent avoir une contraction de la pupille, c'est-à-dire un réflexe photomoteur, alors qu'ils ont une dégénérescence de rétine. Donc là, il faut se méfier par rapport à ça. Donc prendre avec des pincettes le réflexe photomoteur. Lorsque vous avez une amorose, c'est-à-dire que lorsque vous faites l'examen de l'œil et que l'œil vous paraît totalement normal, sans lésion, dans ce cas-là, il faut réaliser un ERG, un électrorétinogramme, qui va vous permettre de tester l'activité de la rétine. Et si l'ERG est normal, c'est que la lésion est postérieure, et dans ce cas-là, on réalise un scanner et une IRM pour rechercher une lésion du nerf optique ou une lésion au niveau du cerveau. Voilà, je vous remercie. On a encore 5 minutes pour les questions. Voilà un petit schéma qui vous montre, hein, moi je le montre, c'est le schéma que je montre à mes clients pour leur montrer que lorsqu'il y a une image, elle est captée, d'abord il faut que le milieu soit transparent, qu'on ait une rétine qui fonctionne pour recevoir, capter l'image. L'image est transmise par le nerf optique, le chiasma optique, puis les radiations optiques, le cortex, et que donc l'ERG, l'examen oculaire avec les lumières, la biomicroscopie, l'ampaforme, tonométrie va nous permettre de savoir si le globe fonctionne. L'ERG va nous permettre de tester l'activité de la rétine et le scanner IRM, le cerveau et le nerf optique. Voilà, si jamais vous voulez suivre un petit peu les cas cliniques que l'on a régulièrement, je vous invite à venir alors plutôt sur le LinkedIn, Laurent Boilin, LinkedIn, c'est là qu'il y a le plus d'informations. N'hésitez pas, et je remercie à nouveau le labo sponsor, Dome Pharma, pour cette participation. Et il nous reste quelques minutes pour les questions. Alors, on me demande, est-ce que la chirurgie de la cataracte chez le chat donne de bons résultats et quel implant on utilise? Alors oui, on réalise des chirurgies de la cataracte chez le chat. C'est beaucoup plus rare que chez le chien. Hein. C'est vrai que on a peut-être un chat lorsqu'on voit une cinquantaine de chiens, donc c'est quand même beaucoup plus rare. Mais on en a, hein. On a des cataractes congénitales, des cataractes héréditaires, et on opère même certaines cataractes post-uveitiques, qui sont les plus fréquentes. Et il y a des implants qui ont été développés pour le chat, qu'on utilise régulièrement. Donc, je vous disais que chez le chien, la réfraction la puissance était de 41 dioptries. Elle est de 53 dioptries chez le chat. Traitement pour la névrite optique. Oui, donc c'est les corticoïdes à dose immunosuppressive. Et là aussi, on peut avoir une guérison si le cas est pris suffisamment tôt. Alors, Karim me demande, pour les dépôts lipidocalciques de la cornée, est-ce que cela peut revenir après la chirurgie? Oui, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aborde lorsque je propose la chirurgie. Je vous ai montré un cas avant chirurgie, après chirurgie, et c'est vrai qu'il y a un risque de récidive, mais qui est faible. Je vous ai montré un cas là, par exemple. C'est vrai que en général, ça ne revient pas. La la cornée qui est cicatrisée n'est en général pas le siège. On peut avoir des petits dépôts, mais c'est très rare d'avoir en tout cas une récidive qui conduit à une cécité, comme c'était le cas avant chirurgie.
Par contre, lorsque vous avez une pigmentation mélanique, là, je suis beaucoup plus prudent, surtout si elle est secondaire à une KCS, parce que si vous n'avez pas bien traité la KCS et que vous faites une kératectomie, que vous retirez l'épithélium pigmenté, et souvent c'est chez des chiens qui sont en plus brachycéphales, donc qui sont prédisposés à la sécheresse, dans ce cas-là, vous risquez vraiment d'avoir une récidive. Donc, pour être synthétique, dépôt lipidocalcique, peu de récidive, pigmentation mélanique, plus de récidive. Ok, je crois que j'ai répondu, il me semble, à toutes vos questions. Ah, comment différencier? Très bonne question de Margot. Comment différencier un stade initial de cataracte et une sclérose? Alors, c'est vrai que je vous ai montré là, j'ai un peu triché parce que les deux images que je vous ai montrées, c'était très caractéristique. C'est-à-dire qu'à gauche, on avait une belle cataracte, bien mûre, et à droite, une sclérose. Et c'est vrai qu'il y a des cas intermédiaires, et je les ai enlevés de cet exposé parce que sinon c'était trop long, mais lorsque je traite spécifiquement de la cataracte et de la sclérose, je montre des cas intermédiaires, et en particulier, c'est vrai que une cataracte débutante, lorsque vous avez soit une cataracte incipiente, c'est-à-dire très débutante, par exemple corticale, ou même immature. Alors, immature, c'est plus facile parce qu'une cataracte immature, vous commencez à avoir des opacités et vous voyez que le fond d'œil est flou. Donc, si le fond d'œil est flou, c'est que vous avez une cataracte. Lors de sclérose, le fond d'œil est très net. D'accord? Mais c'est vrai que sur des stades très débutants de cataracte incipiente, c'est-à-dire des petits impacts de cataracte qui touchent peu le cristal, de quelques pourcents, dans ce cas-là, vous pouvez quand même voir le fond d'œil vous passer. Et c'est là où ça peut être plus difficile de différencier avec la sclérose. Et des fois, on peut même avoir la sclérose plus de la cataracte qui se surajoute. En tout cas, on fait quand même toujours la différence. C'est-à-dire que la cataracte, c'est vraiment, même si c'est très débutant, vous avez vraiment des impacts, des opacités. Alors que la sclérose, c'est beaucoup plus homogène. C'est pas des impacts, c'est plus homogène. Et c'est partout un petit peu pareil, voilé, bleuté, pas vraiment blanc et transparent. Alors oui, on me demande si on peut avoir le PowerPoint. Vous allez pouvoir le télécharger. On va le mettre en ligne d'ici quelques minutes. Est-ce que, Claire me demande, est-ce qu'il y a des bons résultats pour le traitement de la dégénérescence endothéliale par greffe et quelles sont les récidives? Oui, les traitements. Alors, c'est vrai que, donc je vous disais, le traitement numéro 1 de la dégénérescence endothéliale, c'est la greffe conjonctivale, avec des lambeaux, des flaps de conjonctive que l'on descend sur un tiers de la cornée. Les résultats sont bons dans le sens où cela limite surtout l'aggravation, c'est-à-dire que ça évite à un chien d'être aveugle, ou alors ça peut redonner un petit peu la vision, mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas des cornées parfaites. J'ai eu des cas où, là c'est pareil, c'est pas l'objet, je ne peux pas vous montrer les photos, mais j'ai des cas où on a des cornées complètement opaques qui reviennent complètement claires avec des greffes de conjonctive. Donc on peut avoir des résultats vraiment excellents, mais des fois on peut avoir des résultats moyens, mais même quand le résultat est moyen, c'est-à-dire que la cornée reste quand même voilée, ça améliore et surtout ça évite la dégradation et ça évite les ulcères. Je vous disais qu'un des stades ultimes de la dégénérescence endothéliale avec œdème de cornée, c'était des ulcères de cornée douloureux et en général la greffe évite d'en arriver là. Donc voilà, des résultats plus ou moins bons, mais quand même très corrects. Une alternative à cela, pour retrouver une transparence parfaite, c'est la greffe cornéenne transfixante. C'est-à-dire qu'on prélève sur un autre chien une cornée saine, un chien qui vient de décéder. On prélève sa cornée et on va la remplacer, la mettre à la place de la cornée qui est œdémaciée. Le seul risque, là, ce sont les récidives. Donc ça, j'en ai réalisé, j'en fais moins parce qu'il y avait des risques de rejet de la greffe. ARP sur le chat, quelle fréquence, race, traitement? Alors, l'ARP chez le chat, on en voit hein, donc des dégénérescences de rétine, elles sont héréditaires. On a aussi des dégénérescences liées à des déficits en taurine chez le chat. C'est pas très fréquent.
et il n'y a pas spécialement de race prédisposée. Et pour répondre, il n'y a pas de traitement pour le moment. Voilà. Pour tout ce qui est dégénérescence de rétine, de toute façon, on n'a pas de traitement, comme chez l'homme d'ailleurs. L'homme, comme les chiens ou les chats, reste aveugle malheureusement. Peut-être que dans 50 ans, 100 ans, il y a énormément de recherches là-dessus avec des greffes de rétine, des capteurs aussi qui viennent en remplacement de la rétine. Enfin, il y a énormément de recherches dans ce domaine. La thérapie génique, beaucoup aussi. Et bon, sûrement dans 50 ou 100 ans, on aura des réponses à ça, des traitements. Et ben, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine conférence. N'hésitez pas à noter et à donner des idées d'amélioration et des idées de sujets, parce que c'est vrai que ça fait maintenant plus de 5 ans que je fais régulièrement ces webconférences et j'ai besoin aussi de savoir quels sujets peuvent vous intéresser. Merci et à bientôt. Au revoir, bonne journée.